La corde au cou, partie 3, chapitre 9. Tel qu'un homme pris de vertige, pâle comme si tout le sang de ses veines eût afflué à son cœur, Jacques de Boiscoran jetait autour de lui des regards éperdus. Il ne rencontra que des visages mornes et consternés. Antoine, son vieux valet de chambre, s'appuyait, chancelant, à l'huisserie de la porte. Le greffier Méchinet restait la plume en l'air, béant de stupeur. Monsieur d'Aubigeon baissait la tête. « C'est horrible, murmura-t-il. Horrible. » Et lourdement il se laissa tomber sur un fauteuil, comprimant de ses deux mains le sanglot qui brisait sa poitrine. Il n'y avait que M. Galpin d'Aveline à ne pas paraître ému. La loi, dont il se considérait comme une imposante manifestation, ne s'émeut pas. Même le pli de ses lèvres minces trahissait comme l'ébauche d'un sourire aussitôt réprimé. Le froid sourire de l'ambitieux, content d'avoir bien joué son petit rôlet. Tout ne lui prouvait-il pas que Jacques de Boiscoran était coupable, et qu'ayant à choisir entre un ami et l'occasion de se mettre en évidence, il avait habilement choisi? Après une minute de silence qui parut un siècle, se posant debout, les bras croisés, devant l'infortuné. « Avouez-vous » interrogea-t-il. Comme s'il eût été mu par un ressort, M. de Boiscoran se dressa. « Quoi » fit-il. « Que voulez-vous que j'avoue ? Que vous êtes l'auteur du crime de Valpinçon ?» D'un mouvement convulsif, le malheureux jeune homme pressait son front entre ses mains. « Mais c'est de la folie !» s'écria-t-il. « Moi, l'auteur d'un tel crime, si odieux, si lâche ? Est-ce possible ? Est-ce vraisemblable ? Je l'avouerai que vous ne voudriez pas me croire. Non, vous ne me croiriez pas. » Il eût réussi à émouvoir le marbre de la cheminée avant M. Galpin d'Aveline. « Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, » prononça le magistrat d'un ton glacé. « Pourquoi revenir sur des relations qui doivent être oubliées ? Ici, ce n'est plus l'ami, ce n'est même plus l'homme qui vous parle, c'est le juge. On vous a vu. Quel est le misérable ? Cocoleux. M. de Boiscoran parut anéanti. Cocoleux, balbutia-t-il. Ce pauvre idiot épileptique recueilli par la comtesse de Clodieuse ? Lui-même. Et il a suffi des propos incohérents d'un malheureux frappé d'imbécillité pour que l'on me crût coupable, moi, d'un incendie, d'un meurtre ? Jamais le juge d'instruction n'avait visé avec tant d'effort à cette solennité qui frappe les esprits et s'impose. Pendant 1 heure au moins, monsieur, le pauvre Cocoleux a joui de la plénitude de sa raison. Les desseins de la Providence sont impénétrables. Et, monsieur, qu'a dit Cocoleux ? Qu'il vous a vu allumer l'incendie de vos mains, puis vous cacher derrière une pile de fagots et tirer sur le comte de Clodieuse 2 coups de fusil. Et cela vous a paru tout simple ? Non, j'ai été révolté comme tout le monde. Vous sembliez planer si haut au-dessus des soupçons. Mais voilà que l'instant d'après, on ramasse sur le théâtre du crime une enveloppe de cartouches qui ne peut appartenir qu'à vous. Mais voici que moi, arrivant ici, à l'improviste, je trouve noir de charbon et de débris de papier brûlé l'eau où vous vous êtes lavé les mains en rentrant. Oui, murmura M. de Boiscoran, c'est une fatalité. Et ce n'est pas tout, poursuivit le juge, enflant de plus en plus la voix. Je vous interroge et vous confessez être resté dehors hier soir de 8 heures à minuit. Je vous demande l'emploi de ces 4 heures, vous refusez de me le dire. J'insiste, vous mentez. Et je suis obligé, pour vous confondre, de vous produire les témoignages de Ribot, de Gaudry et de la femme Courtois, qui vous ont reconnu là où vous prétendez n'être pas allé. Cette dernière circonstance seule vous condamne. Quel a donc été l'emploi de cette soirée ? Que vous ne pouvez le faire connaître. Vous vous prétendez innocent. Aidez-moi à faire éclater votre innocence. Parlez. Qu'avez-vous fait de 8 heures à minuit ? M. de Boiscoran n'eut pas le temps de répondre. Depuis un moment déjà,
montaient de la cour comme des clameurs sourdes et le tumulte d'une foule irritée. Un gendarme entra tout effaré. « Messieurs, dit-il, s'adressant au juge d'instruction et au procureur de la République, il y a en bas une centaine de paysans, hommes et femmes, qui veulent faire un mauvais parti à monsieur de Boiscoran. Ils le demandent. Ils disent qu'il le leur faut pour le traîner à la rivière. Quelques hommes sont armés de fourches, mais les femmes sont les plus enragées. Mon camarade et moi avons toutes les peines du monde à les contenir. » Et en effet, comme pour appuyer ces assertions, les clameurs se rapprochèrent et redoublèrent, et très distinctement on entendit crier « Allô, Boiscoran! Allô, l'incendiaire !» Le procureur de la République se leva. « Descendez dire à ces paysans, commanda-t-il, que la justice interroge le prévenu, et qu'il la trouble, et que s'il continue, c'est à moi qu'ils auront affaire. » Le gendarme obéit. Monsieur de Boiscoran était devenu livide. « Tous ces malheureux me croient donc coupable, murmura-t-il. « Oui, répondit monsieur Galpin d'Aveline, et vous comprendriez leur indignation, jusqu'à un certain point légitime, si vous connaissiez les déplorables événements de la nuit. Quoi encore? 2 pompiers de Sauveterre, dont un, père de 5 enfants, ont péri dans les flammes. 2 hommes, un fermier de Bréchy et un gendarme, en essayant de leur porter secours, ont été si grièvement brûlés qu'on craint pour leur vie. » Monsieur de Boiscoran se taisait. « Et c'est vous, poursuivit le juge, qu'on accuse de tant de malheurs. Vous voyez combien il importerait de vous justifier. »« Et le puis-je ? » ?»« Si vous êtes innocent, oui, faites-moi connaître l'emploi de votre soirée. Je vous ai dit tout ce que je pouvais dire. » Le juge d'instruction, pendant une bonne minute, parut réfléchir. Puis, « Prenez garde, monsieur de Boiscoran, prononça-t-il. Je vais être obligé de décerner contre vous un mandat. Faites. Je vais être forcé de vous faire arrêter séance tenante et diriger sur la prison de Sauveterre. Soit. Vous avouez donc ? J'avoue que je suis victime d'un concours inouï de circonstances. J'avoue que vous avez raison et qu'il faut l'idée d'une providence pour expliquer certaines fatalités. Mais, par tout ce qu'il y a de saint au monde, je le jure, je suis innocent. Prouvez-le, et ce serait fait si je pouvais. Veuillez alors vous habiller, monsieur, et vous préparer à suivre les gendarmes. Sans un mot, monsieur de Boiscoran passa dans son cabinet de toilette, et il y fut suivi par son valet de chambre portant des vêtements. Tout occupé de dicter à son greffier la dernière partie de l'interrogatoire, monsieur Galpin d'Aveline semblait oublier son prévenu. Le vieil Antoine en profita. « Monsieur, » souffla-t-il à l'oreille de son maître, tout en paraissant l'aider. « Quoi ? Chut ! Plus bas. La fenêtre du fond du cabinet est ouverte. Elle n'est qu'à 20 pieds du sol du jardin. La terre, au-dessous, est molle. Tout près est un des soupiraux des caves, et au fond est la cachette que vous connaissez. La mer n'est qu'à 5 lieues. J'aurai un bon cheval cette nuit, à l'entrée du parc. » Un amer sourire monta aux lèvres de monsieur de Boiscoran. « Et toi aussi, fit-il. Toi, mon vieil ami, tu me crois coupable. »« Je vous en conjure, monsieur, insista Antoine. Je réponds de tout. Il n'y a que 20 pieds. Au nom de votre mère. » Mais, au lieu de lui répondre, Jacques de Boiscoran se retourna et appela le juge d'instruction. Et quand M. Galpin d'Aveline se fut approché, « Voyez cette fenêtre, monsieur, lui dit-il. J'ai de l'argent, de bons chevaux, et la mer est à 5 lieues. Un coupable vous eût échappé. Je suis innocent. Je reste. » En un point, du moins, M. de Boiscoran disait vrai. Rien ne lui était plus aisé que de s'évader et de gagner le jardin, et très probablement cette retraite que lui rappelait son valet de chambre. Mais après, il avait, c'était incontestable, le vieil Antoine, l'aidant surtout, quelque chance de se soustraire à toutes les recherches. Mais il était plus probable, 1000 fois, qu'il serait découvert dans sa cachette même,
ou rejoint en essayant d'atteindre la côte. S'il réussissait à fuir, que deviendrait-il? En quel pays et sous quel travestissement éviterait-il une extradition toujours menaçante? Ce serait bien autre chose s'il était repris. Sa situation déjà si compromise serait alors perdue, sans ressources. Fatalement, sa tentative de fuite serait considérée comme le plus explicite des aveux. En de telles conditions, résister à la tentation de s'évader et bien faire savoir qu'on résistait, qu'on tenait à rester sous la main de la justice, c'était bien moins démontrer son innocence que donner la preuve d'une rare habileté. Voilà ce qu'en un clin d'œil aperçut ou crut apercevoir M. Galpin d'Aveline. C'est d'après soi qu'on juge les autres. Calculateur oblique et circonspect, il n'admettait pas les inspirations soudaines, les mouvements irréfléchis. Et dans cet accent de froid persiflage de l'homme qui tient à bien faire comprendre qu'il n'est pas dupe, « Il suffit, monsieur, fit-il. Cette circonstance, comme toutes les autres, sera relatée au procès-verbal. » Bien autres étaient les idées du procureur de la République et du greffier Méchinet. Si le juge d'instruction était trop aveuglé par ses préventions pour rien discerner, ils avaient fort bien remarqué, eux, par combien d'émotions étrangement diverses venait de passer le prévenu. Étourdi tout d'abord, jusqu'au point de paraître croire à une plaisanterie de mauvais goût, sa contenance avait ensuite trahi la plus violente colère, puis la peur, puis l'abattement le plus complet. Mais à mesure que les charges s'étaient accumulées, toujours plus accablantes, et que le cercle de l'accusation s'était rétréci, bien loin de se démoraliser davantage, il avait semblé recouvrer son assurance. « C'est tout de même singulier, » grommela Méchinet. M. d'Aubigeon, lui, ne souffla mot, mais lorsque M. de Boiscoran sortit de son cabinet de toilette, habillé et prêt, « Une question, encore, monsieur, fit-il. » Le malheureux s'inclina. Il était pâle, mais calme et maître de soi. « Je suis, dit-il, prêt à répondre. Je serai bref. Vous avez paru surpris et indigné qu'on osât vous accuser. C'est une faiblesse. Institution humaine, la justice ne peut juger que sur des apparences. Réfléchissez, et vous reconnaîtrez que toutes les apparences sont contre vous. Je ne le reconnais que trop. Jurez, vous n'hésiteriez pas à condamner un accusé qui se trouverait dans la même situation que vous? Non, monsieur, non. Le procureur de la République bondit sur sa chaise. Vous n'êtes pas sincère, fit-il. Tristement, M. de Boiscoran hocha la tête. C'est sans espoir de vous convaincre, monsieur, répondit-il. Mais c'est en toute sincérité que je vous parle. Non, je ne condamnerai pas l'homme que vous dites, s'il s'affirmait innocent, et si je ne discernais pas le mobile de son action. Car enfin, à moins d'être fou, on ne commet pas un crime uniquement pour le commettre. Or, moi, je vous le demande, moi, pour qui la destinée n'a eu que des sourires, moi qui suis à la veille d'un mariage ardemment désiré, pourquoi, dans quel but, dans quel intérêt aurais-je été incendier le Valpinçon et tenter d'assassiner le comte de Clodieuze? Ce n'est pas sans une impatience mal dissimulée que M. Galpin d'Aveline avait vu M. d'Aubigeon prendre la parole, saisissant l'occasion qui s'offrait d'intervenir. « Votre mobile, à vous, monsieur, interrompit-il, était la haine. Vous haïssiez mortellement le comte et la comtesse de Clodieuze. Ne protestez pas, ce serait inutile, tout le pays le sait. Vous me l'avez dit à moi-même. » Jacques de Boiscoran pâlit encore, s'il était possible, et d'un ton d'écrasant dédain. « Quand cela serait, prononça-t-il. Je ne sais pas de quel droit vous abuseriez des confidences d'un ami, vous qui proclamiez en entrant ici qu'il n'était plus d'amitié entre nous. Mais cela n'est pas. Jamais je ne vous ai rien dit de pareil. Mes sentiments n'ayant pas varié, je puis répéter mes paroles textuellement. Je vous ai dit que M. de Clodieuze était un voisin tracassier, entêté de ses droits et jaloux de son gibier jusqu'à l'absurde.
J'ai ajouté que, s'il déclarait mes opinions politiques exécrables, j'estimais les siennes ridicules et dangereuses. Pour ce qui est de la comtesse, je vous ai dit simplement, en manière de plaisanterie, qu'une personne si parfaite ne serait pas mon fait, et que je serais bien malheureux d'avoir pour femme une sorte de Madone qui traverse la vie sans presque daigner toucher la terre au bout de son orteil. Alors, c'est uniquement pour cela qu'un jour vous avez couché en joue le comte de Clodieuze? Un flot de sang de plus à votre cerveau et le meurtre avait lieu ce jour-là. Un geste terrible trahit la colère de M. de Boiscoran, mais se maîtrisant. Mon emportement était moins grand qu'il n'a dû le paraître, dit-il. J'ai, pour le caractère de M. de Clodieuze, la plus profonde estime. Ce m'est une grande douleur ajoutée à toutes les autres que de penser qu'il a pu m'accuser. Mais il ne vous a pas accusé, interrompit M. d'Aubigeon. Il a été au contraire le premier et le plus obstiné à vous défendre. Et, en dépit des signes que lui faisait M. Galpin d'Aveline, malheureusement, poursuivit le procureur de la République, tout cela n'enlève rien de l'évidence des faits qui vous accusent. Si vous vous obstinez à vous taire, c'est la cour d'assises, c'est le bagne. Si vous êtes innocent, pourquoi ne pas essayer de vous justifier? Qu'attendez-vous? Qu'espérez-vous? Rien. Méchinet venait d'achever la rédaction du procès-verbal. Il faut partir, dit M. Galpin d'Aveline. Me sera-t-il permis, demanda M. de Boiscoran, d'écrire quelques lignes à mon père et à ma mère? Ils sont vieux. Un tel événement peut les tuer. Impossible, fit le juge. Et s'adressant au vieil Antoine, je vais mettre les scellés sur cette pièce, dit-il, et vous en serez provisoirement le gardien. Vous savez à quelle surveillance cela vous oblige, et de quelle peine vous seriez puni si la justice ne retrouvait pas les pièces à conviction décrites au procès-verbal. Maintenant, comment regagner Sauveterre? Après mûre délibération, il fut arrêté que M. de Boiscoran ferait la route dans une voiture à lui, où monterait un gendarme. M. d'Aubigeon, le juge et le greffier devaient reprendre la voiture du maire, toujours conduite par Ribaud, lequel était furieux d'avoir été gardé à vue. « Descendons, dit le juge, quand les dernières formalités furent remplies. Jacques de Boiscoran descendait lentement. Il savait sa cour pleine de paysans furieux et s'attendait à des huées. Il se trompait. Le gendarme, dépêché par M. d'Aubigeon, avait si bien rempli sa mission que pas un cri ne retentit. Mais lorsqu'il eut pris place dans sa voiture et que le cheval partit au trot, des malédictions frénétiques s'élevèrent et une volée de pierres fut lancée, dont une blessa le gendarme au front. « Décidément, vous portez malheur, mon accusé, » dit cet homme qui était un ami de celui qui avait été si cruellement blessé au Valpinçon. M. de Boiscoran ne répondit pas. Il s'enfonça dans son coin et il parut tomber dans une sorte d'anéantissement dont il ne sortit qu'au moment où la voiture s'arrêta dans la cour de la prison de Sauveterre. Sur le seuil de la géole, le geôlier, maître Blangin, attendait, souriant à l'idée de posséder un prisonnier de cette importance. « Je vais vous conduire à ma plus belle chambre, monsieur, dit-il au malheureux, mais il faut auparavant que je donne un reçu aux gendarmes et que je vous écroue. » Et en effet, atteignant son registre crasseux, il écrivit le nom de Jacques de Boiscoran au-dessus du nom de Frumens Cheminot, un vagabond arrêté la veille, au moment où il escaladait une clôture. C'en était fait. Jacques de Boiscoran était prisonnier, au secret. Deuxième partie. L'affaire de Boiscoran. Chapitre 1er. L'hôtel de Boiscoran, rue de l'Université, 216, est d'apparence modeste. Étroite est la cour qui le précède, et il serait hardi de donner le nom de jardin aux quelques mètres de terre humide qui s'étendent derrière. Il ne faut pas se fier à ces dehors. Le logis lui-même est un chef-d'œuvre de confort, où des mains patientes et soigneuses ont réuni toutes les aises de la vie et ce luxe solide dont le goût et le secret se perdent. Le pavé du vestibule, une mosaïque étonnante, a été rapporté de Venise en 1798,
par un Boiscoran qui avait mal tourné et qui s'était attaché à la fortune de Bonaparte. La rampe de l'escalier est un chef-d'œuvre de serrurerie, et les boiseries de la salle à manger sont sans rival à Paris, depuis qu'ont été dispersées, au vent des enchères, les boiseries fameuses du château de Bercy. Le salon où la marquise aime à s'entourer d'hommes politiques est à la hauteur de ses magnificences. Pas un meuble n'y a été admis qui n'ait sa valeur artistique. On ferait un bon marché en payant au poids de l'or la garniture de la cheminée. Le lustre est une merveille, et chacune des 8 toiles suspendues au lambris est une œuvre hors ligne de quelques maîtres illustres. Tout cela n'est rien, pourtant, comparé au cabinet de curiosité du marquis de Boiscoran. Situé au second étage de l'hôtel, dont il occupe toute la profondeur et la moitié de la largeur, ce cabinet, disposé en façon d'atelier, prend jour par le haut et ferait les délices d'un artiste. Dans de vastes armoires vitrées, placées tout autour, s'étalent les collections du marquis, trésors de toutes les époques. Ses ivoires, ses émaux, ses bronzes, ses manuscrits uniques, ses porcelaines incomparables, et surtout ses faïences, ses chères faïences, la joie et le tourment de sa vieillesse. L'homme était digne du cadre. À 61 ans, qu'il avait alors, le marquis était droit comme un i, et de la maigreur la plus aristocratique. Il avait un grand diable de nez, qu'il ne cessait de bourrer de tabac, la bouche large, mais encore bien meublée, et de petits yeux brillants où se lisait toute la malice d'un amateur obligé de lutter sans cesse de ruse avec les marchands de curiosités et les brocanteurs de l'hôtel des Ventes. C'est vers 1845 qu'il avait atteint l'apogée de sa carrière, signalé par un grand discours sur le droit de réunion. Aussi semblait-il que sa montre se fût arrêtée cette année-là. Toutes ses idées trahissaient l'homme de la dynastie de Juillet, de même que son extérieur, son costume, sa haute cravate, ses favoris et le toupet qui bouclait son front décelaient l'admirateur et l'ami du roi citoyen. Il ne s'occupait pas de politique pour cela, et même, à vrai dire, il ne s'occupait de rien. À la seule condition de respecter l'inoffensive passion de son mari, madame de Boiscoran régnait despotiquement au logis, administrant la fortune, régentant son fils unique, Jacques, décidant sans appel de toutes choses. Inutile de rien demander au marquis, sa réponse était invariable. « Adressez-vous à ma femme. » Cet excellent homme avait acheté la veille, un peu au hasard, un lot assez considérable de faïences, représentant des scènes de la Révolution, et sur les 3 heures, installé dans son cabinet, une loupe à la main, il s'occupait d'établir l'origine et la valeur de ses plats et de ses assiettes, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. La marquise entra, tenant à la main un papier bleu. Plus jeune de 6 ou 8 ans que son mari, madame de Boiscoran était bien la compagne qu'il fallait à cet esprit paresseux et ami du repos. À sa démarche, à son geste, à sa voix, on reconnaissait tout de suite la femme qui tient le gouvernail, qui commande et qui veut être obéie à la baguette. D'une beauté jadis célèbre, elle gardait encore d'assez remarquables restes pour faire excuser bien des prétentions. Elle n'en avait aucune, affirmait-elle, disant que, puisqu'il est impossible d'éviter les ravages des années, c'est faire preuve d'esprit que de les accepter de bonne grâce. Cependant, la coquetterie ne perd jamais ses droits. Si madame de Boiscoran ne se rajeunissait pas, elle se vieillissait à plaisir. Les quelques années que les femmes, d'ordinaire, s'efforcent de dissimuler de leur âge, elle les ajoutait obstinément aux siens. Il y avait de l'affectation dans la façon dont elle faisait bouffer les masses de ses cheveux gris autour de ses tempes encore fraîches, comme celles d'une jeune fille. Pour bien peu, elle y eût mis de la poudre. Elle était si défaite et si terriblement agitée quand elle entra dans le cabinet de son mari qu'il en fut ému. Lui qui, depuis de longues années, s'était fait une loi de ne s'émouvoir de rien. Abandonnant le plat qu'il était en train d'examiner. « Qu'est-ce » interrogea-t-il d'une voix inquiète. « Qu'arrive-t-il ?»« Un horrible malheur. Jacques est mort.
s'écria le vieux collectionneur. La marquise secoua la tête. Non, c'est plus affreux peut-être. Le vieillard, qui s'était dressé à la vue de sa femme, se laissa pesamment retomber sur son fauteuil. Dis, balbutia-t-il, parle. J'ai du courage. Elle lui tendit ce papier bleu qu'elle tenait, et lentement. Voici, fit-elle, la dépêche que je reçois à l'instant du valet de chambre de Jacques, de notre vieil Antoine. D'une main tremblante, le marquis déplia le papier et lut. Malheur épouvantable. Monsieur Jacques accusé d'avoir incendié château du Valpinçon et assassiné comte de Clodieuze. Charge terrible contre lui. Interrogé, c'est à peine défendu. Vient d'être arrêté et conduit en prison. Désespéré. Que faire? La marquise avait tremblé que son mari ne fût comme foudroyé par cette dépêche, dont le laconisme révélait les terreurs d'Antoine. Il n'en fut rien. C'est de l'air le plus calme qu'il la replaça sur la table et que, haussant les épaules, il dit « C'est absurde !» Madame de Boiscoran n'en pouvait revenir. « Vous n'avez pas compris, mon ami !» commença-t-elle. Il l'interrompit. « J'ai compris, » fit-il, « que notre fils est accusé d'un crime qu'il n'a pas, qu'il ne peut pas avoir commis. Est-il possible que vous doutiez de lui? Quelle mère êtes-vous donc? Je suis, pour ma part, je vous l'assure, parfaitement tranquille. Jacques incendiaire, Jacques assassin, c'est stupide. »« Ah, vous n'avez pas lu la dépêche !» s'écria la marquise. « Pardonnez-moi. »« Vous n'avez pas vu qu'il y a contre lui des charges ?»« S'il n'y en avait aucune, il est clair qu'on ne l'eût pas arrêté. C'est désagréable, c'est même pénible. »« Mais il ne s'est pas défendu, monsieur. »« Parbleu, croyez-vous que si demain on venait m'accuser d'avoir dévalisé la boutique d'un bijoutier, je prendrais la peine de me défendre? » « Vous ne voyez donc pas, monsieur, qu'Antoine croit notre fils coupable ?»« Antoine est un vieux sot, » déclara le marquis, et, tirant sa tabatière et bourrant son nez de tabac. « D'ailleurs, raisonnons, fit-il. Ne m'avez-vous pas dit que Jacques est amoureux de la petite Denise de Champdoré? »« Comme un fou, monsieur, comme un enfant. »« Et elle? Elle adore Jacques, monsieur. »« Bon. Et ne m'avez-vous pas dit aussi que le jour de leur mariage est définitivement fixé? »« Depuis 3 jours. »« Jacques vous a écrit à ce sujet? »« Une lettre adorable. »« Où il vous annonce son arrivée? »« Oui, il voulait faire lui-même ses emplettes de noces. » D'un mouvement superbe d'insouciance, le marquis frappa sur le couvercle de sa tabatière. « Et vous voulez, fit-il, qu'un garçon tel que notre fils, Jacques, un Boiscoran, amoureux, aimé, qui va se marier, qui a la tête pleine de corbeilles de noces, ait commis un crime abominable? Cela ne se discute pas. Et la preuve, c'est que je vais, si vous le voulez bien, me remettre paisiblement à ma besogne. » Si le doute est contagieux, la foi est communicative. Peu à peu, la marquise de Boiscoran se rassurait de l'assurance superbe de son mari. Le sang remontait à ses joues et le sourire à ses lèvres pâlies. Et d'une voix plus ferme, « Peut-être, en effet, dit-elle, ai-je été trop prompte à m'alarmer. » Du geste, le marquis approuvait. « Oui, beaucoup trop prompte, cher ami, fit-il. Et même, entre nous, je vous engage à ne point vous en vanter. Comment la justice n'accuserait-elle pas ce pauvre Jacques lorsque sa mère elle-même le soupçonne? » Madame de Boiscoran avait repris et relisait la dépêche d'Antoine. « Et cependant, murmura-t-elle, répondant aux dernières objections de son esprit, qui donc, à ma place, n'eût été frappé d'épouvante? Ce nom de Clodieuze, surtout. Eh bien, mais c'est le nom d'un très digne et très loyal gentilhomme, le meilleur que je sache, en dépit de ses façons de loup de mer. Jacques le hait, mon ami. Jacques, ma chère, se soucie de lui comme de l'an 40. Ils ont eu plusieurs querelles. Nécessairement. Clodieuze est un forcené légitimiste,
et comme tel, c'est toujours avec le dernier mépris qu'il parle de nous autres tous, qui avons servi la famille d'Orléans. Jacques lui a envoyé du papier timbré. Et il a, parbleu, bien fait. De même qu'il a eu tort de ne pas pousser le procès jusqu'au bout. Clodieuse a, sur le cours de la rivière qui nous sépare, la Pibole, des prétentions par trop exorbitantes. Ne voudrait-il pas, en toute saison et selon son gré, retenir les eaux au risque de noyer les prés de Bois-Coran, qui sont bien plus bas que les siens? Déjà, feu mon frère, qui était un ange de patience et de douceur, avait eu maille à partir avec ce despote. Mais la marquise n'était pas convaincue. « Il y a autre chose, fit-elle. »« Quoi ?»« Ah, c'est ce que je me demande. »« Jacques vous l'aurait-il donné à entendre ?»« Non. Voici ce qui s'est passé. L'an dernier, chez la duchesse de Chandos. J'ai eu l'occasion de rencontrer la comtesse de Clodieuse et ses filles. Elle est charmante, cette jeune femme. Et comme nous donnions un bal la semaine suivante, l'idée me vint, que je mis aussitôt à exécution, de l'inviter. Elle refusa, et d'un ton de réserve si glacial qu'il n'y avait pas à insister. « C'est que probablement elle n'aime pas la danse, » grommela le marquis. Le soir même, je parlais de ma démarche à Jacques. Il s'en montra très irrité et me dit, avec un emportement que son respect contenait à peine, que j'avais eu grand tort et qu'il avait ses raisons pour n'avoir rien de commun avec ces gens-là. Si parfaite était la sécurité de M. de Bois-Coran qu'il n'écoutait déjà plus que d'une oreille distraite, guignant du coin de l'œil ses précieuses faïences. « Soit, interrompit-il, Jacques déteste les Clodieuses. Qu'est-ce que cela prouve? On n'assassine pas, Dieu merci, tous les gens qu'on déteste. » Madame de Bois-Coran ne poursuivit pas. « Enfin, demanda-t-elle, que faire ?» Elle avait si peu l'habitude de consulter son mari qu'il parut stupéfait. « L'important, répondit-il, est de tirer Jacques de prison. Il faudrait voir, consulter. » Quelques coups rapides et légers, frappés à la porte, l'interrompirent. « Entrez !» cria-t-il. Un domestique entra, portant une large enveloppe avec cette mention « Télégraphie privée ». « Parbleu !» s'écria le marquis, « j'en étais bien sûr. Voilà qui va nous mettre l'esprit en repos. » Le domestique s'était retiré. Il rompit l'enveloppe. Mais, au dernier regard jeté sur cette dépêche, le sourire se glaça sur ses lèvres. Il pâlit et dit seulement « Mon Dieu !» Rapide comme la pensée, Madame de Bois-Coran s'empara du papier fatal. Elle lut d'un coup d'œil. Vite, arrivé. Jacques en prison, au secret, accusé d'un crime affreux. Toute la ville dit qu'il est coupable et qu'il a même avoué. C'est une infâme calomnie. Son juge est son ancien ami, Galpin d'Aveline, qui devait épouser cousine Lavarande. Ne sait rien, sinon que Jacques est innocent. C'est une intrigue abominable. Grand-père Chandoré et moi ferons l'impossible. Votre secours indispensable. Venez, venez. Denise de Chandoré. « Ah, mon fils est perdu !» s'écria Madame de Bois-Coran en fondant en larmes. Mais déjà le marquis s'était redressé sous ce coup terrible. « Et moi !» s'écria-t-il, « plus que jamais je dis, comme Denise, qui est une brave fille, oui, Jacques est innocent, mais il est en péril, je le reconnais. C'est un dangereux engrenage que celui d'un procès criminel. Que ne fait-on pas dire à un homme au secret ? » « Il faut agir, » interrompit Madame de Bois-Coran, à demi folle de douleur. « Oui, et sans perdre une seconde. Nous avons des amis. Cherchons lesquels d'entre eux nous serviront le plus utilement. »« Je puis écrire à monsieur de Margeril. » De pâle qu'il était, le marquis devint livide. « C'est vous !» s'écria-t-il. « Vous qui osez prononcer ce nom devant moi !»« Il est tout-puissant, monsieur. Mon fils est en danger. » D'un geste menaçant, le marquis l'arrêta. « J'aimerais mieux, » s'écria-t-il de l'accent de la haine la plus atroce, « j'aimerais mieux 1000 fois laisser mon fils innocent périr sur l'échafaud que de devoir son salut à cet homme. » Madame de Bois-Coran semblait près de s'évanouir. «
Mon Dieu, balbutia-t-elle, vous savez pourtant bien que je n'ai été qu'imprudente. Assez, interrompit durement le marquis, et, se maîtrisant, grâce à un puissant effort, avant de rien tenter, il faut savoir à quoi s'en tenir, reprit-il. Ce soir, vous partirez pour Sauveterre. Seul? Non, je vous trouverai un conseil, un légiste habile et sûr, un avocat qui ne soit pas un homme politique, s'il en reste un. Il vous guidera là-bas et me tiendra au courant afin que je puisse agir ici selon les circonstances. Denise a raison. Jacques doit être victime de quelque ténébreuse intrigue. N'importe, nous le sauverons. Mais il faut du calme, beaucoup de calme. Et, ce disant, il sonnait avec une telle violence que tous les domestiques accoururent, effarés. « Vite !» commanda M. de Boiscoran, « qu'on aille me chercher mon avoué, maître Chapelain. Qu'on prenne une voiture. » Le domestique qui se chargea de la commission fit une telle diligence que, 20 minutes plus tard, maître Chapelain arrivait. « Ah, nous avons besoin de toute votre expérience, mon digne ami, » lui dit le marquis. « Tenez, lisez ces dépêches. » Fort heureusement, l'avoué savait garder le secret de ses impressions, car il crut à la culpabilité de Jacques, sachant bien avec quelle circonspection sont délivrés les mandats d'arrêt. « J'ai l'homme qu'il faut à madame la marquise, » dit-il enfin. « Ah, un garçon que sa modestie a toujours empêché de se produire. Bien qu'il soit un des plus habiles jurisconsultes que je sache, et un admirable orateur. Et vous le nommez ? Manuel Folga. Je vais vous l'envoyer. » 2 heures après, en effet, le protégé de maître Chapelain franchissait le seuil de l'hôtel de Boiscoran. C'était un homme de 30 à 32 ans, très brun, avec de grands yeux bien ouverts, et dont toute la physionomie respirait l'intelligence et l'énergie. Il plut au marquis, lequel, après lui avoir exposé ce qu'il savait de la situation de Jacques, entreprit de lui faire connaître le terrain sur lequel il allait manœuvrer, lui disant quels alliés et quels adversaires il rencontrerait à Sauveterre, lui recommandant surtout de se fier à M. Sénéchal, un vieil ami de la famille, personnage influent et le plus retors de tous ces diplomates de sous-préfecture qui rendraient des points à Machiavel. « Tout ce qu'il est humainement possible de faire sera fait, monsieur, » dit l'avocat. Et le soir même, à 8h15, la marquise de Boiscoran et Manuel Folga prenaient place dans un coupé du chemin de fer d'Orléans. Chapitre 2. Le chemin de fer qui relie Sauveterre à la ligne d'Orléans doit une légitime célébrité à une série de courbes absolument inutiles, mais qui sont comme un défi au bon sens et qui seraient le théâtre d'accidents quotidiens si l'on s'avisait de marcher à une vitesse de plus de 8 ou 10 km à l'heure. La gare, toujours pour la plus grande commodité de messieurs les voyageurs, a été bâtie à une bonne demi-lieue de la ville, sur l'emplacement des jardins de M. Thibault, le premier banquier de l'arrondissement. On y arrive par une jolie route jalonnée d'auberges et de cabarets, lesquels, les jours de marché, s'emplissent de paysans qui, le verre à la main et la bouche pleine de protestations de bonne foi, cherchent à se voler à qui mieux. Les jours ordinaires, même, cette route est assez fréquentée, car le chemin de fer est devenu un but de promenade. On y va voir arriver ou partir les trains, dévisager les étrangers et aussi épiloguer sur les motifs connus ou secrets qui peuvent déterminer monsieur un tel ou madame une telle à se mettre en voyage. Il était 9h du matin lorsqu'approcha enfin de Sauveterre le train qui amenait la marquise de Boiscoran et maître Folga. La marquise était brisée des fatigues et des angoisses de cette nuit passée tout entière à discuter les chances de salut de son fils, et d'autant plus anéantie que maître Folga s'était étudié à ne pas encourager ses espérances. C'est qu'il partageait, sans en avoir rien laissé paraître, les doutes de maître Chapelain. De même que le vieil avoué, le jeune avocat s'était dit qu'on n'arrête pas un homme tel que Jacques de Boiscoran sans les plus fortes raisons, sans avoir en main de ces preuves qui valent presque une certitude. Bientôt le train ralentit sa marche. « Pourvu, mon Dieu, fit madame de Boiscoran, pourvu que Denise et monsieur de Chandoré
ait eu l'idée d'envoyer une voiture par-devant de nous. »« Pourquoi cela, madame ?» demanda maître Folga. « Pour m'y jeter bien vite, monsieur, pour y dérober à tous les yeux ma douleur et mes larmes. » Le jeune avocat secoua la tête. « C'est ce que vous vous garderez de faire, madame, dit-il, si j'ai sur vos actions quelque influence. » Elle le regardait d'un air surpris. « Je veux dire, insista-t-il, qu'il ne faut pas que vous paraissiez éviter les regards. Ce serait une faute immense, peut-être irréparable. Que penserait-on si l'on vous voyait désolé et en pleurs ? On penserait que vous êtes sûr de la culpabilité de votre fils, et ceux qui doutent encore ne douteraient plus. Il vous faut, du premier coup, conquérir l'opinion, car elle est souveraine, madame, dans les petits pays surtout, où chacun vit sous le contrôle immédiat du voisin. L'opinion s'impose à tous et, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle poursuit les jurés jusque dans la salle de leur délibération. »« C'est vrai, » murmurait la marquise, « ce n'est que trop vrai. » Donc, madame, au nom des intérêts les plus sacrés, faites appel à toute votre énergie. Refoulez au plus profond de votre âme vos maternelles angoisses, séchez vos larmes et montrez à tous une confiance superbe. Que chacun, en vous apercevant, se dise « Non, une mère n'est pas ainsi quand son fils est coupable. » Madame de Boiscoran se redressa. « Vous avez raison, monsieur, dit-elle, et je vous remercie. Oui, c'est à moi de frapper l'opinion, et autant je souhaitais trouver la gare déserte, autant je désire maintenant qu'elle soit pleine de monde. Je vous ferai voir ce que peut une femme que soutient la pensée de son fils. » La marquise de Boiscoran n'était pas une femmelette. Tirant un peigne de son sac de voyage, elle répara le désordre de sa coiffure. En quelques gestes rapides, elle rétablit l'harmonie de sa toilette. Ses traits, grâce à une puissante projection de volonté, reprirent leur sérénité accoutumée. Elle contraignit sa bouche à sourire, sans qu'on discernât l'effort, et d'une voix d'un timbre pur et net. « Regardez-moi, monsieur, dit-elle. Puis-je paraître maintenant ?» Le train s'arrêtait devant les bâtiments de la station. Maître Folga sauta légèrement à terre et, offrant la main à la marquise pour l'aider à descendre. « Soyez satisfaite, madame, » lui dit-il. « Votre courage ne sera pas perdu. Tout sauveterre doit être là. » C'était plus qu'à moitié vrai. Dès la veille au soir, le bruit s'était répandu. Semé par qui ? On ne sait. Que la mère de l'assassin, comme on disait déjà charitablement, arriverait par le train de 9 heures, et chacun s'était bien promis à part soi de se trouver, par hasard, à la gare à son arrivée. C'était une émotion à ne pas négliger, dans une localité où la conversation vit 3 jours sur la dernière robe arborée par la sous-préfète. De l'impression de madame de Boiscoran, en se trouvant en face de tant de monde, nul ne s'était inquiété ni soucié. C'est qu'à Sauveterre, la curiosité a du moins cette qualité de n'être pas hypocrite. On y est indiscret naïvement et sans la moindre pudeur. On s'y plante carrément devant vous, et les yeux dans vos yeux, on s'efforce de démêler le secret de votre joie ou de votre douleur. Il est vrai d'ajouter que les esprits étaient fort montés contre Jacques de Boiscoran. S'il n'y eût eu à sa charge que la destruction du Valpinçon et les coups de fusil tirés à monsieur de Clodieuze, ce n'eût été que peu de chose. Mais l'incendie avait eu des conséquences épouvantables. 2 hommes y avaient péri, et 2 autres y avaient été blessés assez grièvement pour qu'on les crût en danger de mort. La veille, on avait vu un convoi sinistre traverser la rue nationale. Dans une charrette, recouverte d'un drap et près de laquelle marchaient 2 prêtres, on rapportait les restes carbonisés et n'ayant plus forme humaine de Bolton, le tambour, et du pauvre Guillibaud. Dans une voiture qui suivait étaient les 2 blessés, l'un, le gendarme impassible, l'autre, le fermier, poussant des cris déchirants. Toute la ville avait pu voir la veuve de Guillibaud se rendre chez le maire, portant entre ses bras son dernier enfant et traînant, pendu à ses jupes, les 4 autres, dont l'aîné n'avait pas 12 ans. Attribuant tous ces malheurs à Jacques, les gens le chargeaient de malédiction
et songeait peut-être à les faire remonter en huée jusqu'à sa mère, jusqu'à la marquise de Bois-Coran. « La voilà !» murmura-t-on dans la foule quand elle parut sur le seuil de la gare, donnant le bras à maître Folga. Seulement, on ne dit que cela, tant on était surpris de l'assurance de son maintien. 2 courants aussitôt divisèrent l'opinion. « Elle a du toupet !» pensaient les uns, et les autres « Elle est sûre de l'innocence de son fils !» Elle avait, en tout cas, assez de sang-froid pour discerner l'impression qu'elle produisait, et combien elle avait eu raison de suivre les conseils de maître Folga. Sa force en fut doublée, et distinguant dans la foule quelques personnes de sa connaissance, elle s'avança vers elle, et toujours souriante. « Eh bien, dit-elle, vous savez ce qui nous arrive. C'est inouï. Voici maintenant la liberté d'un homme tel que mon fils à la merci du premier soupçon saugrenu qui passera par la cervelle d'un juge. J'ai appris la nouvelle hier soir par le télégraphe, et j'accours avec monsieur, qui est de nos amis et l'un des plus remarquables avocats de Paris. » Maître Folga fronçait les sourcils. Il eût voulu la marquise plus mesurée. Cependant, il ne pouvait se dispenser de la soutenir. « Ces messieurs du parquet, prononça-t-il d'un ton d'oracle, regretteront peut-être d'avoir été si prompts. » Heureusement, un jeune garçon qui portait pour toute livrée une casquette à galons d'or s'approcha de madame de Bois-Coran. « La voiture de monsieur de Chandoré est là, dit-il, aux ordres de madame la marquise. »« Je suis à vous, mon petit ami, dit-elle au jeune garçon. Et, saluant les braves sauvetériens, interloqués de son assurance, « Excusez-moi de vous quitter si brusquement, dit-elle, mais monsieur de Chandoré m'attend, et j'espère d'ailleurs avoir cet après-midi même le plaisir de vous rendre visite, au bras de mon fils. » La maison de Chandoré, pour parler comme à Sauveterre, est bâtie de l'autre côté de la place du Marché Neuf, tout au sommet de la rue de la Rampe, une rue qui n'est guère plus praticable qu'un escalier et dont M. Sénéchal, le maire, ne cesse de demander la rectification au conseil municipal, qui ne se lasse pas de la lui refuser. C'est une construction toute moderne, gauche, massive, et flanquée d'une prétentieuse tourelle à toit pointu que le radical docteur Seigne-Bosse appelle une perpétuelle menace du système féodal. Il est certain que les Chandoré affichaient autrefois de hautes prétentions nobiliaires, le dédain profond de quiconque n'avait pas eu des ancêtres aux croisades, et la haine de toutes les idées qui datent de la Révolution. Mais s'ils avaient jamais été redoutables, ils avaient depuis de longues années cessé de l'être. De cette grande famille, une des plus nombreuses de Saintonge et des plus puissantes, il ne restait plus qu'un vieillard, le baron de Chandoré, et une enfant, sa petite-fille, la fiancée de Jacques de Bois-Coran. Denise était orpheline. Elle n'avait pas 3 ans lorsqu'à moins de 5 mois d'intervalle, elle perdit son père, tué en duel à la suite d'une discussion futile, et sa mère, une demoiselle de Lavarande, qui n'eut pas l'énergie de survivre à l'homme qu'elle avait aimé. Ce fut, certes, pour l'enfant, un immense malheur, mais ni les soins ni la tendresse ne lui manquèrent. Sur elle seule son grand-père reporta toutes ses affections et toutes ses espérances, et les 2 sœurs de sa mère, les demoiselles de Lavarande, déjà d'un certain âge, prirent la résolution définitive de ne se jamais marier afin de se consacrer plus exclusivement à leur nièce. Dès cette époque, les 2 bonnes demoiselles avaient demandé à M. de Chandoré à venir demeurer avec lui. Il avait rejeté bien loin leur proposition, déclarant que, sa petite-fille étant à lui seul, il prétendait, sarpe-jeu, la garder pour lui seul. Il trouvait déjà bien beau, ajoutait-il, de permettre aux demoiselles de Lavarande de s'occuper de Denise et de passer avec elle toutes les journées. De ce différend devait naître, et naquit en effet, entre les tantes et le grand-père, une rivalité qui se traduisit par les plus étonnantes exagérations. Ce fut à qui capterait, et dame, par n'importe quel moyen, la première place dans l'affection de la petite fille, à qui déroberait une de ses caresses, ou achèterait le plus cher un de ses sourires. À 5 ans, Denise avait eu tous les joujoux qui ont été inventés. À 10 ans, elle était rassasiée de robes
et ne savait plus où mettre ses bijoux. Du soir au lendemain, pour ainsi dire, on avait vu se métamorphoser M. de Chantedoré. Brusque, sévère, dur, il avait, sans transition, tourné au papa gâteau. Il avait éteint l'éclat métallique de ses yeux, fixé sur ses lèvres un perpétuel sourire, et donné à sa voix ces inflexions mignardes que prennent les nourrices. On ne rencontrait que lui, par les rues, en course pour sa petite fille, trottant de la boutique du pâtissier au magasin du marchand de jouets. Il invitait les petites amies, organisait des dînettes, poussait le cerceau ou le volant, et même, au besoin, menait les rondes. Denise fronçait-elle le sourcil, il tressautait. Toussait-elle, il devenait tout pâle. Elle fut malade une fois, elle eut la rougeole. Il resta 12 nuits sans se coucher et fit venir de Paris des médecins qui lui rirent au nez. Eh bien, les demoiselles de Lavarande trouvaient encore le moyen de dépasser les folies de M. de Chantedoré. Certes, si Denise apprit quelque chose, c'est bien parce qu'elle le voulut absolument, tant au moindre signe d'impatience, elles étaient disposées à congédier le professeur d'écriture ou la maîtresse de piano. C'est en haussant les épaules que Sauveterre assistait à ce spectacle. Quelle éducation pitoyable, disaient les dames de la société. On n'a pas idée d'une faiblesse pareille. C'est un joli service qu'on rend à cet enfant. Il est sûr que tant et de si incroyables gâteries, cette aveugle soumission et ces adorations perpétuelles couraient grand risque de faire de Denise la plus désagréable petite personne qui se pût voir. Pas du tout. Il est de ces naturels si heureux que rien ne saurait les pervertir. Et d'ailleurs, elle fut peut-être préservée du danger par son excès même. Plus âgée, elle disait en riant « Grand-père Chantedoré, tante Lavarande et moi, nous faisons tout ce que je veux. » Ce n'était là qu'une plaisanterie. Jamais jeune fille ne récompensa, par des qualités si rares et si exquises, de plus pures affections. Elle vivait donc heureuse et insoucieuse, et elle venait d'avoir 17 ans lorsqu'arriva le grand événement de sa vie. Monsieur de Chantedoré, ayant un matin rencontré Jacques de Boiscoran, dont l'oncle avait été son ami, l'invita à dîner. Jacques accepta l'invitation. Il vint. Mademoiselle Denise le vit et l'aima. De ce moment, et pour la première fois, elle eut un secret que ne connurent ni grand-père Chantedoré ni tante Lavarande, et, pendant 2 ans, ses fleurs et ses oiseaux furent les seuls confidents de cet amour qui grandissait au fond de son âme, doux comme le rêve, idéalisé par l'absence et poétisé par le souvenir. Car Jacques fut 2 ans sans voir. Mais aussi, le jour où il vit Claire, étourdi de son bonheur, ébloui des perspectives qui s'offraient à lui, il sentit que sa destinée était fixée. Aussi n'hésita-t-il pas, et, à moins d'1 mois de là, son père, le marquis de Boiscoran, faisait le voyage de Sauveterre pour demander la main de mademoiselle Denise. Ah, ce fut un rude coup pour grand-père Chantedoré. Certes, il n'avait pas été sans songer souvent au mariage de sa petite-fille, sans en parler quelquefois, sans lui dire à elle-même qu'il se faisait vieux et qu'il se sentirait soulagé d'une grosse inquiétude quand il lui aurait trouvé un bon mari. Mais il parlait de cela comme d'une chose lointaine, comme il parlait de mourir, par exemple. La démarche de M. de Boiscoran l'éclaira sur ses véritables sentiments. La pensée de donner Denise, de la voir lui préférant un homme d'abord, puis des enfants qu'elle aurait de cet homme, lui fit horreur. Pour bien peu, il eût jeté dehors l'ambassadeur. Cependant, il se contraignit et répondit qu'il ne pouvait rien prendre sur lui et qu'il lui fallait consulter sa petite-fille. Il gardait encore l'espoir qu'elle repousserait cette demande. Pauvre grand-père! Au premier mot qu'il hasarda, « Quel bonheur !» s'écria la jeune fille. « Mais je m'y attendais. » Sans doute pour cacher une larme qui jaillit brûlante de ses yeux, M. de Chantedoré baissa la tête. « Ce mariage se fera donc, » murmura-t-il. Déjà, un peu consolé par la joie qu'il avait vue briller dans les yeux de sa petite-fille,
Il en était à se reprocher son féroce égoïsme et à se gourmander de ne pas s'estimer très heureux lorsque Denise était si contente. Jacques avait donc été admis à faire officiellement sa cour, et l'avant-veille de l'incendie de Valpinçon, après une longue délibération où l'on avait calculé le temps strictement nécessaire aux emplettes et à l'achèvement du trousseau, le jour de la noce avait été irrévocablement fixé. Ainsi, c'est en plein bonheur que mademoiselle Denise fut frappée lorsqu'elle apprit en même temps de quel crime on accusait Jacques de Boiscoran et son arrestation. Foudroyée d'abord, elle était restée près de 10 minutes sans connaissance entre les bras de ses tantes et de son grand-père épouvanté. Mais dès qu'elle revint à elle, « Suis-je donc folle ?» s'écria-t-elle, « de m'émouvoir ainsi ? N'est-il pas évident qu'il est innocent ?» C'est alors qu'elle avait adressé une dépêche au marquis de Boiscoran, comprenant bien qu'avant de rien tenter, il était indispensable de s'entendre avec la famille de Jacques. Puis, elle avait demandé qu'on la laissât seule, et sa nuit s'était passée à compter les minutes qui la séparaient encore de l'heure où arrivait le train de Paris. Dès 8 heures, elle descendit elle-même donner aux domestiques l'ordre d'atteler et de partir pour attendre madame de Boiscoran à la gare, lui recommandant surtout de revenir bride abattue. Elle alla ensuite s'établir dans le salon, où se trouvaient déjà ses tantes et son grand-père. Il lui parlait, mais son attention était ailleurs. Bientôt, elle entendit une voiture remonter au galop la rue de la Rampe et s'arrêter devant la maison. Elle se dressa alors et s'élança dans le vestibule en s'écriant « Voilà la mère de Jacques !» Chapitre 3 de la partie 2. Ce n'est jamais impunément qu'on violente ses sentiments les plus chers. Lorsqu'enfin la marquise de Boiscoran put se réfugier dans la voiture envoyée à sa rencontre, elle était bien près de défaillir, brisée par l'effort inouï qu'elle avait fait pour montrer aux impitoyables curieux de Sauveterre une contenance assurée et un visage riant. « Quelle horrible comédie !» murmura-t-elle en se laissant tomber sur les coussins. « Reconnaissez du moins, madame, qu'elle était nécessaire, » prononça maître Folga. « Vous venez de conquérir 100 personnes, peut-être à votre fils. » Elle ne répondit pas. Les larmes l'étouffaient. Que n'eût-elle pas donné pour se trouver seule, chez elle, pour s'abandonner librement à toutes les lâchetés de sa douleur et de ses angoisses maternelles. Jamais trajet ne lui avait paru aussi insupportablement long que celui qui sépare la gare de la rue de la Rampe. Lancé à toute vitesse, le cheval faisait feu des 4 pieds. Il lui semblait qu'il n'avançait pas. Pourtant, la voiture finit par s'arrêter. Le petit domestique avait déjà sauté à terre, et il tournait la poignée de la portière en disant « Nous voilà arrivés !» Aidée de maître Folga, madame de Boiscoran descendit, et son pied touchait à peine le pavé de la rue que la porte de la maison s'ouvrit et que mademoiselle Denise se jeta dans ses bras, trop émue pour pouvoir rien dire. Sinon « Oh, ma chère mère, quel horrible malheur !» Dans l'ombre du corridor s'avançait monsieur de Chandoré, qui s'était levé en même temps que sa petite-fille. « Rentrons, dit-il à ces infortunés, ne restons pas là. Déjà, derrière tous les volets, brillent des yeux qui nous épient. » Et il les entraîna dans le salon. Positivement, maître Folga était assez embarrassé de son personnage. Nul ne semblait s'apercevoir de son existence. Il avait suivi, cependant. Il était entré dans le salon et, debout près de la porte, ému de l'émotion de tous, il observait alternativement mademoiselle Denise, monsieur de Chandoré et les demoiselles de la Varande. Mademoiselle Denise allait avoir 20 ans. On ne pouvait dire qu'elle fût remarquablement jolie, mais il était difficile de l'oublier quand on l'avait vue une fois. Petite, elle était la grâce même, et chacun de ses mouvements trahissait quelque rare et exquise perfection. Avec des cheveux noirs d'une merveilleuse abondance, elle avait les yeux bleus et le teint d'une blonde des pays du Nord, un teint dont l'éblouissante blancheur faisait paraître jaunes toutes les comparaisons imaginées par les poètes. Le lys, la neige, le lait. En elle, tout exprimait une angélique douceur et la plus excessive timidité. Et pourtant,
certains plis de ses lèvres et le mouvement de ses sourcils devaient faire soupçonner une grande énergie. Près d'elle, grand-père Chandoré étonnait par sa haute stature et par sa carrure puissante. 72 années n'avaient pas fait plier ses reins d'Hercule, et il semblait bâti pour défier tous les orages de la vie. Ce qu'il avait surtout de singulier, c'était un teint rouge brique, uniformément cramoisi, un teint de vieux chef mohican que faisait paraître plus dur et plus cru sa barbe, ses sourcils et ses cheveux blancs. Son visage, malgré tout, exprimait une bonté presque enfantine, mais il ne fallait pas le regarder 2 fois pour comprendre qu'il eût été peu prudent de se fier au sourire bénin qui voltigeait sur ses lèvres charnues. Et, à certaines étincelles qui s'allumaient au fond de ses yeux gris, on sentait, par exemple, que celui-là eût passé un fâcheux quart d'heure entre ses mains, qui se fût permis d'offenser mademoiselle Denise. Quant aux tantes Lavarande, longues et minces comme une baguette de saule, pâles, discrètes, d'une réserve et d'une froideur ultra-aristocratique, elles avaient cette physionomie placide et cette expression de sensibilité dévouée des vieilles filles dont le célibat n'a pas aigri les illusions. Elles portaient des toilettes absolument pareilles, comme c'était leur invariable habitude depuis 40 ans, des toilettes de couleur indécise, modestes comme toute leur personne. Elles pleuraient en ce moment, et maître Folga se demandait de quel sacrifice elles ne seraient pas capables pour racheter les larmes de leur nièce. « Pauvre Denise !» murmurait-elle. La jeune fille les entendit, et se dressant tout à coup, et rompant le lourd silence qui durait depuis longtemps déjà. « Mais notre conduite est indigne !» s'écria-t-elle. « Que dirait Jacques si du fond de sa prison il lui était donné de nous voir ? Pourquoi nous affliger ? Est-il donc coupable ?» Ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire. Sa voix avait des vibrations qui troublaient maître Folga jusqu'au fond de l'âme. « Je puis, du moins, me rendre cette justice, poursuivit-elle, que je n'ai pas douté de lui une seconde. Et comment le doute m'eût-il effleuré ? Le soir même de l'incendie du Valpinçon, Jacques m'a écrit une lettre de 4 pages, qu'il m'a envoyée ici par un de ses fermiers, et que j'ai reçue à 9 heures. Je l'ai montrée à grand-père, cette lettre. Il l'a lue, et aussitôt il s'est écrié que j'avais 1000 et 1000 fois raison, et que jamais un homme méditant un crime affreux n'eût écrit cela. « Je l'ai dit, et je le pense, » approuva M. de Chandoré, « et tout homme sensé sera de mon avis. Seulement… » Mais sa petite-fille ne le laissa pas achever. « Il est donc évident, » interrompit-elle, « que Jacques est victime de quelque intrigue abominable. C'est à nous à la déjouer. Assez pleuré, il faut agir. » Et, s'adressant à madame de Boiscoran, « Et c'est pour nous aider à cette œuvre de salut, chère mère, que je vous ai appelée. »« Et me voici, » dit la marquise, « non moins sûre que vous, cher enfant, de l'innocence de mon fils. » Ce n'était sans doute pas tout ce qu'avait rêvé M. de Chandoré, car, intervenant, « Et le marquis ?» demanda-t-il. « Mon mari reste à Paris. » Le vieillard eut une grimace des plus significatives. « Ah, je le reconnais bien là, » s'écria-t-il. « Rien ne saurait l'émouvoir. Son fils unique est lâchement accusé d'un crime, arrêté et en prison. On le prévient, on pense qu'il va accourir. Erreur, que son fils se tire d'affaire s'il peut. Lui restera à surveiller ses potiches. Ah, si j'avais encore un fils. »« Mon mari, monsieur, » protesta la marquise, « pense qu'il sera plus utile à Jacques en restant à Paris. Il peut y avoir des démarches à faire. »« Le chemin de fer n'est-il pas là ? » ?»« Enfin, » prononça madame de Boiscoran, « il m'a confié à monsieur… » Elle montrait le jeune avocat. « Monsieur Manuel Folga, dont l'expérience, le talent et le dévouement nous sont acquis. » Ainsi présenté régulièrement, maître Folga s'inclinait. « Et j'ai bon espoir, » dit-il, tant il avait été gagné par la confiance de mademoiselle Denise. « Mais je suis de l'avis de mademoiselle de Chandoré, il faut agir sans perdre une seconde. Or, avant d'arrêter une ligne de conduite, j'aurais besoin de connaître exactement les faits. »
Malheureusement, nous ne savons rien, répondit M. de Chantedoré. Rien, sinon que Jacques est au secret. Eh bien, nous nous informerons. Vous connaissez sans doute les magistrats de Sauveterre ? Fort peu, à l'exception du procureur de la République. Et le juge chargé de l'instruction ? L'aînée des demoiselles de Lavarande se dressa. Celui-là, s'écria-t-elle, Monsieur Galpin d'Aveline est un monstre d'hypocrisie et d'ingratitude. Il se disait l'ami de Jacques, et, en effet, Jacques l'aimait assez pour nous avoir décidé, ma sœur et moi, à accorder à ce petit juge la main d'une de nos cousines, une Lavarande. Pauvre enfant, quand elle a connu l'affreuse vérité. Oh, mon Dieu, s'est-elle écriée, soyez bénie de m'avoir épargné la honte d'être la femme d'un tel homme. Et, en effet, ajouta l'autre vieille demoiselle, si tout Sauveterre croit Jacques coupable, c'est que chacun se dit, c'est un ami qui est son juge. Maître Folga hochait la tête. Il me faudrait des renseignements plus précis, dit-il. Monsieur de Boiscoran m'avait parlé du maire de la ville, monsieur Sénéchal. Monsieur de Chantedoré sauta sur son chapeau. En effet, s'écria-t-il, celui-là est notre ami, et si quelqu'un est bien informé, c'est lui. Allons le trouver. Venez. Certainement, M. Sénéchal était l'ami des Chantedoré, et aussi des Lavarande, et pareillement des Boiscoran. Si avoué que l'on soit, ce ne peut être sans s'attacher aux gens que, 20 années durant, on est leur confident et leur conseil. Bien après avoir vendu sa charge, M. Sénéchal était encore le seul à avoir l'absolue confiance de ses anciens clients. Jamais ils n'eussent pris une détermination grave sans avoir son avis. Il s'adressait à son successeur, mais il le consultait avant. Les services, d'ailleurs, étaient réciproques. La clientèle de grand-père Chantedoré et de l'oncle de Jacques n'avait pas été sans attirer plus d'un paysan processif en l'étude de maître Sénéchal. Leur appui ne lui avait pas été inutile lorsque, pris du vertigo de l'ambition, il s'était sacrifié à son pays en sollicitant la place de maire et le mandat de conseiller général. Aussi, ce digne et excellent homme était-il consterné lorsqu'au matin de l'incendie du Valpinçon, il rentra à Sauveterre. Il était si blême et si défait que sa femme en fut toute saisie. « Seigneur Dieu, Auguste !» s'écria-t-elle. « Que t'est-il arrivé ?» Auguste était le prénom de M. Sénéchal. « Il arrive quelque chose d'affreux, » répondit-il d'un accent si tragique que Madame Sénéchal en frémit. Il est vrai que Madame Sénéchal frémissait aisément. C'était une femme de 48 à 50 ans, très brune, courte, dodue, et dont la poitrine mettait à de rudes épreuves les corsages que lui confectionnaient ses couturières, les demoiselles Méchinet, les sœurs du greffier. Jeune, elle avait eu la beauté du diable. Elle gardait en vieillissant des joues enluminées comme une image d'Épinal, une forêt de cheveux noirs bien plantés et des dents admirables. Pourtant, elle n'était pas heureuse. Sa vie s'était consumée à souhaiter un enfant, et elle n'en avait pas eu. Ce qui doit, disait-elle, paraître inexplicable aux personnes qui nous connaissent, monsieur Sénéchal et moi, lui qui a été un des beaux hommes de Sauveterre, et moi qui ai toujours joui d'une santé exceptionnelle. Et tout de suite, confus ou non de son intimité, elle entrait à ce sujet dans les détails les plus délicats, disant ses déceptions et celles de son mari, les pèlerinages qu'elle avait faits, le nom des médecins qu'ils avaient consultés, et combien de mois elle avait passé au bord de la mer, vivant presque exclusivement de poissons qu'elle n'aimait point. Rien n'avait réussi, et ses espérances s'évanouissant avec les années, elle s'était résignée, et l'amertume de ses regrets s'était changée en une sorte de mélancolie sentimentale qu'elle nourrissait de romans et de poésie. Elle avait une larme au service de toutes les infortunes, et quelques paroles de consolation pour toutes les douleurs. Sa charité était proverbiale. Jamais une pauvre femme en couche ne s'était inutilement adressée à son cœur. Ce qui ne l'empêchait pas d'être une maîtresse femme, qu'il était malaisé de duper, menant sa maison au doigt et à l'œil, dirigeant une lessive ou réglant un dîner
comme pas une dame de Sauveterre. C'est donc en sanglotant qu'elle écouta le récit que lui fit son mari des événements de la nuit, et lorsqu'il eut achevé, « Cette pauvre Denise, dit-elle, est capable d'en mourir. À ta place, j'irai bien vite chez monsieur de Chandoré, lui apprendre avec tous les ménagements convenables cette funeste nouvelle. »« C'est ce dont je me garderai bien, » s'écria monsieur Sénéchal. « Et même je te défends expressément d'y aller. » C'est qu'il n'était pas un héros de stoïcisme, et que, s'il se fût écouté, il eût pris le chemin de fer et se fût enfui à 100 lieues pour n'être pas témoin de la douleur de grand-père Chandoré et des tantes Lavarande, du désespoir de Denise surtout, qu'il affectionnait particulièrement et dont, depuis tant d'années, il soignait et arrondissait la dot avec autant de sollicitude que si elle eût été sa fille. C'est qu'aussi il ne savait plus que croire, et qu'influencé par l'assurance de M. Galpin d'Aveline, désorienté par le déchaînement de l'opinion, il en arrivait à se demander si Jacques, véritablement, n'avait pas commis les crimes dont on l'accusait. Ses occupations, par bonheur, devaient être ce jour-là trop nombreuses pour lui laisser le loisir de la réflexion. Il avait à assurer le transport des restes informes du tambour Bolton et du pauvre Guilbeault. Il dut recevoir la mère de l'un et la femme de l'autre, écouter leurs lamentations et essayer de les consoler, promettre à la première une petite pension, affirmer à la seconde qu'il ferait obtenir à l'aîné de ses garçons une bourse entière au collège de Sauveterre ou au petit séminaire de Pons. Il lui avait fallu, de plus, donner des ordres pour qu'on rapportât, avec toutes les précautions nécessaires, les blessés de l'incendie, le gendarme et le paysan. Il s'était aussitôt après mis en quête d'une maison pour le comte et la comtesse de Clodieuze, et ne l'avait pas trouvée sans peine. Enfin, une bonne partie de son après-midi avait été prise par une violente discussion avec le docteur Seignebosse. Le docteur, au nom, prétendait-il, de la science outragée, au nom de la justice et de l'humanité, réclamait l'arrestation immédiate de Cocoleux, ce misérable dont le témoignage inconscient avait été la base de la prévention. Il exigeait, jurait-il, en frappant du poing sur la table, que cet idiot épileptique fût conduit à l'hôpital et séquestré, par mesure administrative, pour être ultérieurement soumis à l'examen des hommes de l'art. Longtemps le maire avait résisté à ces prétentions, qui lui paraissaient exorbitantes, mais M. Seignebosse avait parlé si haut et si ferme qu'à la fin, il avait expédié 2 gendarmes à Bréchy avec l'ordre de ramener Cocoleux. Ils étaient revenus quelques heures plus tard, les mains vides. L'idiot avait disparu. Personne, dans le pays, n'avait pu leur donner de ses nouvelles. « Et vous trouvez cela naturel ?» s'était écrié le docteur Seignebosse, dont les yeux étincelaient sous ses lunettes d'or. « Moi, j'y vois la preuve irrécusable du complot organisé pour perdre monsieur de Boiscoran. »« Mais, sacrebleu, soyez donc tranquille, » avait répondu monsieur Sénéchal, agacé. « Cocoleux n'est pas perdu, on le retrouvera. » Le médecin s'était éloigné sans insister, mais avant de rentrer chez lui, il était monté au cercle, et là, en présence de plus de 20 personnes, il avait dit avoir acquis la preuve que Jacques de Boiscoran était victime de ses opinions avancées, que les partis monarchistes ne lui pardonnaient pas d'avoir déserté leur rang, et que, certainement, les jésuites n'étaient pas étrangers à l'affaire. Cette intervention devait être plus nuisible qu'utile à Jacques, et le résultat ne se fit pas attendre. Le soir même, lorsque M. Galpin d'Aveline traversa la place du Marché Neuf, il fut outrageusement sifflé. Tout naturellement, le juge d'instruction, furieux, se transporta chez le maire, s'en prenant à lui de l'insulte faite à la justice en sa personne, et réclamant la plus énergique répression. M. Sénéchal promit de prendre les mesures nécessaires et courut chez M. d'Aubigeon, le procureur de la République, pour se concerter avec lui. Là, il apprit ce qui s'était passé à Boiscoran et le résultat terrible de l'interrogatoire. Il était donc rentré chez lui fort triste, désolé de la situation de Jacques
et très inquiet de la couleur politique que prenait cette affaire. Avec de telles préoccupations, il avait passé une mauvaise nuit, et il s'était levé d'une humeur si massacrante que c'est à peine si sa femme avait osé lui adresser la parole. C'est que tout n'était pas fini. À 2 heures précises devait avoir lieu l'enterrement de Bolton et de Guilbeault, et il avait promis au capitaine Parenteau qu'il y assisterait, ceint de son écharpe, à la tête d'une partie du conseil municipal. Il venait même de donner l'ordre de préparer ses habits de cérémonie, quand son domestique lui annonça la visite de M. de Chandoré et d'un autre monsieur. « Il ne manquait que cela !» s'écria-t-il. Mais, réfléchissant, tôt ou tard, la scène aura toujours lieu. Qu'ils entrent. Monsieur Sénéchal était bien bon de s'émouvoir ainsi d'avance et de s'affermir contre une déchirante explosion de douleur. Il fut stupéfait de l'air dégagé dont monsieur de Chandoré lui présenta son compagnon. « Monsieur Manuel Folga, mon cher Sénéchal, un des avocats en renom de Paris, qui a bien voulu accompagner la marquise de Boiscoran, arrivée ce matin. »« Je suis étranger au pays, monsieur le maire, » ajouta maître Folga. « J'en ignore les idées, les coutumes, les mœurs, les intérêts, les préjugés. Tout, enfin, et je risquerais de commettre quelque grosse sottise si je n'avais un conseiller expérimenté, habile et sûr. Monsieur de Boiscoran et monsieur de Chandoré m'ont fait espérer que vous voudriez bien être ce conseiller. »« Assurément, monsieur, et du meilleur cœur, » répondit monsieur Sénéchal, tout en s'inclinant, visiblement flatté de la déférence de l'avocat de Paris. Il avait avancé des sièges à ses hôtes. Lui-même s'était assis et, le coude appuyé au bras de son fauteuil de cuir, il caressait de la main son menton rasé de frais. « L'affaire est grave, messieurs, » prononça-t-il enfin. « Une accusation criminelle l'est toujours, » dit maître Folga. « Sarpejeu, messieurs » s'écria M. de Chandoré. « Doutez-vous donc de l'innocence de Jacques ?» M. Sénéchal ne répondit pas non. Il se taisait. Il cherchait de ces atténuations savantes dont sa femme parlait la veille. « Comment imaginer, » commença-t-il enfin, « les idées qui peuvent germer dans un cerveau de 25 ans, exalté par le souvenir de certaines offenses. La colère est une conseillère perfide. » Grand-père Chandoré n'en put écouter plus long. « Que me parlez-vous de colère ?» interrompit-il. « Et où envoyez-vous trace en cette affaire du Valpinçon ? Je n'aperçois, moi, que le plus lâche des crimes, longuement prémédité et froidement exécuté. » Gravement, le maire hochait la tête. « Vous ne savez pas tout ce qui s'est passé, » fit-il. « Monsieur, » dit maître Folga, « c'est avec l'espoir d'être renseigné que nous sommes venus à vous. »« Soit, » fit monsieur Sénéchal. Et tout de suite, avec la lucidité d'un vieil avoué accoutumé à débrouiller les fils les plus enchevêtrés d'une procédure, il exposa les faits dont il avait été témoin au Valpinçon, et ceux que le procureur de la République lui avait dit s'être passés à Boiscoran, et en terminant. « Enfin, conclut-il, savez-vous ce que m'a dit d'Aubigeon, dont certes vous ne suspecterez pas le témoignage ? Il m'a dit en propres termes, d'Aveline ne pouvait pas ne pas faire arrêter monsieur de Boiscoran. Est-il coupable ? Je ne sais plus que penser. Les charges sont écrasantes. Il jure ses grands dieux qu'il est innocent, mais il refuse de faire connaître l'emploi de sa soirée. » Monsieur de Chandoré, cet homme si robuste, semblait près de défaillir, encore bien que son visage conservât ces tons cramoisis dont nulle émotion ne pouvait pâlir l'éclat. « Que va dire Denise ? Mon Dieu !» murmura-t-il. Puis tout haut, et s'adressant à maître Folga. « Et cependant, fit-il, Jacques avait certainement des projets pour ce soir-là. »« Vous croyez, monsieur ? J'en suis sûr. Est-ce que sans cela, il ne fût pas venu à la maison comme tous les soirs depuis un mois ? Lui-même le dit d'ailleurs, dans la lettre qu'il a envoyée à Denise par un de ses fermiers, cette lettre dont elle vous a parlé. Il lui écrit « C'est du fond du cœur que je maudis l'affaire qui m'empêchera de passer la soirée près de vous, mais il m'est impossible de la remettre.
À demain. Vous voyez, s'écria M. Sénéchal. Telle est cette lettre, continua le vieillard, qu'il est impossible, je le répète, qu'un homme méditant un odieux forfait l'ait pensée et écrite. Pourtant, à vous, je puis l'avouer, lorsque j'ai appris la funeste nouvelle, cette circonstance d'une affaire urgente m'a impressionné péniblement. Mais le jeune avocat semblait bien loin d'être convaincu. Il est clair, prononça-t-il, que M. de Boiscoran ne veut, à aucun prix, qu'on sache où il est allé. Il a menti, monsieur, insista M. Sénéchal. Il a commencé par nier avoir pris la route où les témoins l'ont rencontré. Naturellement, puisqu'il tient à cacher l'endroit où il est allé. Quand on lui a signifié qu'il était arrêté, il n'a pas parlé, parce qu'il espère se tirer d'affaire sans dire où il est allé. Si c'était vrai, ce serait bien étrange. On a vu plus étrange encore. Se laisser accuser de meurtre et d'incendie quand on est innocent. Être innocent et se laisser condamner est bien plus fort encore. Et cependant, on en sait des exemples. Le jeune avocat s'exprimait de cet accent impérieux et bref qui est comme un des privilèges de sa profession, et avec un tel accent de certitude que M. de Chandoré semblait renaître à la vie. M. Sénéchal en était presque interloqué. « Que pensez-vous donc, monsieur » interrogea-t-il. « Que M. de Boiscoran doit être innocent, » répondit le jeune avocat. Et sans permettre une objection, « C'est, » insista-t-il, « la vie d'un homme dont nulle considération ne trouble le jugement. J'arrive sans idée préconçue. Je ne connais pas plus M. de Clodieuze que M. de Boiscoran. Un crime a été commis, on m'en dit les circonstances, et tout aussitôt, je reconnais que les raisons mêmes qui ont fait arrêter le prévenu me feraient le mettre en liberté. Oh, je m'explique. Si M. de Boiscoran est coupable, il a montré, par la façon dont il a reçu M. Galpin d'Aveline, une puissance sur soi inouïe, et un incomparable talent de comédien. Donc, s'il est coupable, il est très fort. Cependant, permettez, s'il est coupable, il a fait preuve dans son interrogatoire d'une absence de sang-froid insigne, et, tranchons le mot, d'une imbécilité sans nom. Donc, s'il est coupable, il est très faible. Mais, pardon, j'achève. Le même homme peut-il être à la fois si fort et si faible que cela? Décidez. Il y a plus. Si M. de Boiscoran était coupable, c'est à Charton, et non au bagne, qu'il faudrait l'envoyer. Car tout autre qu'un fou eût jeté l'eau où il avait lavé ses mains noires de charbon et enterré n'importe où ce fusil Kleb que la prévention brandit si victorieusement. « Jacques est sauvé !» s'écria M. de Chandoré. M. Sénéchal n'était pas si prompt à l'enthousiasme. « C'est spécieux, fit-il. Malheureusement, il faut autre chose qu'une déduction, si logique elle soit, à des juges qui ont les mains pleines de preuves. On leur en trouvera de plus fortes. Que comptez-vous donc faire? Je ne sais pas. Je viens de vous dire ma première impression. Maintenant, il faut que j'étudie l'affaire, que j'interroge les gens, à commencer par le vieil Antoine. M. de Chandoré s'était levé. « Nous pouvons être à Boiscoran dans 1 heure, fit-il. Dois-je envoyer chercher ma voiture? Le plus tôt sera le mieux, répondit le jeune avocat. Chargé de cette commission, le domestique de M. Sénéchal était de retour moins d'1 quart d'heure après, annonçant que la voiture était devant la porte. M. de Chandoré et maître Folga y prirent place, et tandis qu'ils s'installaient, « Surtout, recommanda le maire à l'avocat parisien, soyez prudent et circonspect. Déjà, cette affaire ne passionne que trop l'opinion. La politique s'en mêle. Je crains une manifestation à l'enterrement des pompiers. Et l'on m'annonce que le docteur Saigne-Bosse prononcera un discours au cimetière. Allons, bonne chance. » Le cocher fouetta le cheval, et pendant que la voiture roulait le long du faubourg des Dames. « Je ne m'explique pas, » disait M. de Chandoré, « qu'Antoine ne soit pas venu me trouver aussitôt après l'arrestation de son maître. Que peut-il lui être arrivé ?